Cet espace, il est en grande partie structuré en réseaux, en des réseaux que constituent, d'une part, les échanges de correspondance, je veux dire, voilà, entre des francs-maçons dispersés aux quatre coins de l'Europe et au-delà, d'autre part, les instances institutionnelles. Qu'est-ce que c'est? Les loges, les obédiences, dans lesquelles les loges font partie d'obédience, les systèmes, on dit aussi rites, des ordres paramaçonniques ou périmaçonniques, la Winkelbauerei, comme on dit en allemand, la Fringe Masonry, qui est si répandue. Enfin, bref, une vaste nébuleuse qui se déploie, comme l'a admirablement montré notamment Pierre-Yves Beaurepaire, qui est un grand maçonnologue français, un collègue grand maçonnologue, grand spécialiste de maçonnologie. Une nébuleuse, je dirais, qui se déploie de façon réticulaire. Voyez. Et vraiment, un personnage comme Tiemann est au centre de ce type de toile. Au plan proprement maçonnique, Tiemann s'est trouvé aux premières loges, j'emploie le mot sans jeu de mots, au sein de ce qu'on peut appeler notamment, par exemple, les bureaux généraux de correspondance. Par exemple, celui de Jean-Baptiste Villermoz à Lyon, celui de Savalette Delange à Paris. Ce sont des instances maçonniques rivales, hein, et qui sont complémentaires à la fois, et qui sont propres à assurer la maîtrise d'un espace de circulation, et du même coup, propre à favoriser cette culture de la mobilité qui est si vivante dans l'Europe de l'époque des Lumières. Nous avons affaire à un personnage qui est une sorte de Mercure aux pieds ailés. Il a circulé à travers maintes sociétés initiatiques. Il y servait, comme il était, on le trouvait plutôt sympathique, et puis c'était un messager par nature, c'est un esprit de messager. Il sert d'intermédiaire, il sert de messager, de confident aux uns et aux autres. Dans ses correspondances, il parle des uns des autres, il fait se rapprocher à l'intérieur même de disputes obédientielles ou maçonniques assez rudes parfois. Il sert de médiateur, c'est quelqu'un qui essaye d'arranger les choses. Il écrit énormément, n'est-ce pas, des lettres. Alors, je me suis attaché à partir de nombreux documents, comme je disais tout à l'heure, des documents dont la plupart n'avaient pas encore été exploités, en français, en allemand et en russe, dans ces trois langues surtout, à préciser le rôle de colporteur de nouvelles, d'émissaire, ce rôle qu'il a joué en matière de rosicrucisme. Il s'agit évidemment des Rose-Croix d'Or, cet ordre très ésotérique, très alchimisant, d'Allemagne dans les années 1770 et 1780, de Swedenborgisme, de magnétisme animal, oui, parce que lui-même, vous savez l'importance du magnétisme animal à la culture de cette époque, lui-même magnétisait, n'est-ce pas? Lui-même magnétisait. Je me suis attaché à montrer, notamment, pour prendre un exemple, qu'il avait été en 1783, ce qu'on ne savait pas, l'un des deux organisateurs du régime écossais rectifié à Saint-Pétersbourg, avec José de Ribas, son ami José de Ribas, qui était bien en cours aussi auprès de Catherine II, et qui a été le fondateur de la ville d'Odessa, entre parenthèses. J'ai essayé de préciser le rôle qu'il a joué dans l'affaire de l'agent inconnu des initiés de Lyon, en 1785, dans l'affaire des Illuminés d'Avignon. Il a rendu deux visites très marquantes, pour lui d'ailleurs, et pour la société, à Avignon, à deux reprises. Il est allé, n'est-ce pas? Et puis, il a servi beaucoup d'intermédiaires auprès de personnes qui, par la suite, dans les années 1790 et ensuite, s'interrogeaient sur les Illuminés d'Avignon, c'est-à-dire sur groupes ésotériques et sociétés ésotériques rassemblés autour de Don Pernetti et puis de Grabianca.